Alain Chouet, pour les quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec l'organisation interne des services spéciaux, notamment les services spéciaux français, le service de renseignement de sécurité est celui qui est chargé du recueil du renseignement et de la mise en œuvre des mesures actives à l'extérieur du territoire national en matière de contre-criminalité, de contre-espionnage, de contre-prolifération et de contre-terrorisme. Comme bon nombre de mes collègues professionnels à travers le monde, j'estime sur la base d'informations sérieuses, d'informations recoupées, que la Qaïda est morte sur le plan opérationnel dans les trous arabes Tora Bora en 2002. Les services pakistanais ensuite se sont contentés de 2003 à 2008 à nous en revendre les restes par appartement contre quelques générosités et quelques indulgences diverses. Sur les quelques 400 membres actifs de l'organisation qui existait en 2001 et dont on trouvera une assez bonne description dans l'excellent bouquin de Mark Sageman, Understanding Terror Networks. Il y a moins d'une cinquantaine, essentiellement des seconds couteaux, à l'exception de Ben Laden lui-même et de Ayman Zawahiri, mais qui n'ont aucune aptitude sur le plan opérationnel. Donc moins d'une cinquantaine ont pu s'échapper, disparaître dans des zones reculées, dans des conditions de vie précaires et avec des moyens de communication rustiques ou incertains. C'est pas avec un tel dispositif qu'on peut animer à l'échelle planétaire un réseau coordonné de violence politique. D'ailleurs, il apparaît clairement qu'aucun des terroristes post-11/9 qui ont agi à Londres, Madrid, Casablanca, Djerba, Sharm el-Sheikh, Bali, Bombay, etc., ou ailleurs, n'a eu de contact avec l'organisation. Et quant aux revendications plus ou moins décalées qui sont formulées de temps en temps par Ben Laden ou Ayman Zawahiri, à supposer d'ailleurs qu'on puisse réellement les authentifier, elles n'impliquent aucune liaison opérationnelle, organisationnelle, fonctionnelle entre ces terroristes et les vestiges de l'organisation. Bien. Toutefois, je suis bien obligé, comme tout le monde, de constater qu'à force de l'invoquer à tout propos, et souvent hors de propos, dès qu'un acte de violence est commis par un musulman, ou quand un musulman se trouve au mauvais endroit et au mauvais moment, comme dans l'histoire de l'usine AZF à Toulouse, ou même quand il n'y a pas de musulmans du tout, comme les attaques à l'anthrax aux États-Unis, à force de l'invoquer en permanence, un certain nombre de médias réducteurs et quelques soi-disant experts de part et d'autre de l'Atlantique ont fini non pas par la ressusciter, mais par la transformer en une espèce d'Amédée d'Eugène Ionesco, ce mort dont le cadavre ne cesse de grandir et d'occulter la réalité et dont on ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors l'obstination incantatoire des Occidentaux à invoquer l'organisation mythique qu'on a qualifiée d'hyperterroriste, non pas parce qu'elle a fait, mais parce qu'elle s'est attaquée à l'hyperpuissance, cette obstination incantatoire a eu très rapidement deux effets tout à fait pervers. Premier effet, tout contestataire violent dans le monde musulman, qu'il soit politique ou de droit commun, quelles que soient ses motivations, a vite compris qu'il devait se réclamer de la Qaïda s'il voulait être pris au sérieux, s'il voulait entourer son action d'une légitimité reconnue par les autres, et s'il voulait donner à son action un retentissement international. Parallèlement à ça, tous les régimes du monde musulman, et ils ne sont pas tous vertueux, nous le savons, ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à faire passer leurs opposants et leurs contestataires, quels qu'ils soient, pour des membres de l'organisation de Ben Laden, s'ils voulaient pouvoir les réprimer tranquillement, et même, si possible, avec l'assistance des Occidentaux. D'où une prolifération de Qaïda plus ou moins désignée ou autoproclamée au Pakistan, en Irak, au Yémen, en Somalie, au Maghreb, ailleurs, le Qaïda dans la péninsule arabique, QPA, etc. Bien. Le principal résultat de cette dialectique imbécile, ça a évidemment été de renforcer effectivement le mythe d'une Qaïda omniprésente, tapis derrière chaque musulman, prête à l'instrumentaliser pour frapper l'Occident, en général, les États-Unis bien sûr en particulier, au nom d'on ne sait pas trop quelle perversité. Et cette vision-là, elle procède de plusieurs erreurs d'appréciation et de perspective, et elle génère, surtout, des ripostes totalement inadaptées. Parce que si la Qaïda n'existe pas, la violence politique islamique existe, elle, bel et bien. Et l'Occident n'en est qu'une victime indirecte et collatérale. Les idéologues de la violence islamique ne sont pas des fous de Dieu. Ce sont des gens qui ont des objectifs précis. Et leur objectif, c'est pas d'islamiser le monde, c'est de prendre le pouvoir et les richesses qui y sont liées dans le monde musulman sans que l'Occident intervienne. Un peu suivant la même démarche qu'avait suivi à son époque le frère Hassan Tourabi au Soudan. Alors même si l'amour-propre des Occidentaux doit en souffrir, il faut répéter sans cesse que les principales, les plus nombreuses et les premières victimes de la violence islamique sont les musulmans. Alors,
Benguiga, bien sûr, on pourra toujours m'objecter que, puisque la violence djihadiste existe bien et qu'elle se développe à peu près partout, suivant les mêmes schémas, peu importe qu'on l'appelle ou non Al-Qaïda, qui ne serait alors que l'appellation générique d'une certaine forme de violence intégriste mondialisée. Bon, un certain nombre de journalistes devenus plus prudents, maintenant, au lieu de nous parler d'Al-Qaïda, nous parlent de la nébuleuse Al-Qaïda. Alors, la nébuleuse, c'est nébuleux, et le problème, effectivement, c'est qu'une telle confusion sémantique est à l'origine de toutes les mauvaises réponses et exclut de facto toute solution adaptée au problème. Et tous les services de sécurité et de renseignement savent pertinemment qu'on ne s'oppose pas à la technique du lone wolf par des moyens militaires, des divisions blindées, ou par une inflation de mesures sécuritaires indifférenciées. On s'oppose à la technique du lone wolf par des mesures sécuritaires ciblées, appuyées sur des initiatives politiques, sociales, économiques, éducatives et culturelles qui visent à assécher le vivier des volontaires potentiels en les coupant de leurs sponsors idéologiques et financiers. Non seulement, et là je vous renvoie à différents rapports du Trésor américain, rien de sérieux n'a été entrepris pour tenter d'enrayer le substrat financier, et encore moins le substrat idéologique de la violence djihadiste, mais en désignant la Qaïda comme l'ennemi permanent contre lequel il faut mener une croisade par des voies militaires et sécuritaires totalement inadaptées à sa forme réelle, on a pris une mitrailleuse pour tuer un moustique. Alors évidemment, on a raté le moustique, mais les dégâts collatéraux sont patents, comme on peut le constater au quotidien, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen. Et le premier effet de cette croisade ratée, ça a été d'alimenter, au contraire, le vivier des volontaires, de légitimer cette forme de violence, d'en faire le seul référentiel d'action, d'affirmation possible dans un monde musulman dont l'imaginaire collectif est traumatisé maintenant par une loi universelle des suspects qui pèse sur elle, par des interventions et des occupations militaires massives, interminables et aveugles. Depuis 9 ans, l'Occident frappe sans grand discernement en Irak, en Afghanistan, dans les zones tribales du Pakistan, en Somalie, en Palestine bien sûr. On se propose maintenant d'intervenir au Yémen, et puis pourquoi pas pendant qu'on y est en Iran, mais aux yeux des musulmans, Ben Laden court toujours au nez et à la barbe de la plus puissante armée du monde, et le régime islamiste d'Arabie Saoudite reste sous la protection absolue de l'Amérique. Alors pour conclure, et essayer d'apporter mon élément de réponse à cette table ronde, où en est Al-Qaïda? L'Al-Qaïda, elle est morte entre 2002 et 2004. Mais avant de mourir, elle a été engrossée par les erreurs stratégiques de l'Occident et les calculs peu avisés d'un certain nombre de régimes de pays musulmans. Et elle a fait des petits. Alors le problème pour nous, c'est maintenant de savoir si nous referons avec ces rejetons malvenus les mêmes erreurs en alimentant un cycle indéfini de violence, ou si, pour garder la référence à UNESCO, nous saurons, avec nos partenaires arabes et musulmans, enrayer la prolifération des rhinocéros. Merci. Voilà qui prouve que l'expérience du terrain et dans des conditions difficiles, voir le nombre de décorations que M. Chouet a accumulées dans son existence, nourrit une réflexion vraiment originale et décoiffante. C'était vraiment très très intéressant.